est enregistré. Voilà, donc bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire. Webinaire virtuel, effectivement, cette année, puisque nous participons virtuellement aux assises. Nous aurons à la fin de la session la possibilité de poser des questions, mais n'hésitez pas à en poser dans la fenêtre Q&A dans Zoom. Mon collègue Timothée Mangenot pourra y répondre au fur et à mesure de la session, ou on pourra y revenir en fin de présentation. Donc voilà, je vais faire la présentation en français. J'espère que ça ne pose pas de soucis pour l'audience. Par contre, les slides seront en anglais. Voilà, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la sécurité applicative. On va voir pourquoi elle est importante par rapport à plus une sécurité opérationnelle, et surtout comment l'insérer, l'appliquer dans votre organisation. Voilà, comment démarrer. Donc, on va voir ces points-là. Donc, quand on parle de sécurité applicative, voilà, l'idée, c'est en gros de sécuriser le logiciel. Donc, les applications sont développées, et l'idée, c'est vraiment de les développer d'une manière sécure pour les rendre plus résilientes. Donc, ça diffère quelque part de la sécurité des infrastructures, même si c'est un petit peu lié. Voilà, ce qu'on appelle la sécurité opérationnelle versus la sécurité applicative sont des choses différentes. Voilà, donc on parle de application security ou de software security. Donc on parle beaucoup effectivement de sécurité opérationnelle et des infrastructures, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les vulnérabilités dans les applications sont la principale cible des cyberattaques. C'est effectivement, il y a plusieurs sondages qui montrent qu'en gros, les attaques sont principalement dues à des vulnérabilités dans les applications, dans le logiciel. Alors qu'en même temps, la plupart des investissements aujourd'hui sont essentiellement sur l'aspect sécurité opérationnelle, sécurité d'infrastructure. Donc, il est quelque part important d'essayer de renforcer voilà, la sécurité applicative dans les organisations, et c'est ce qu'on va voir, voilà, comment on va s'y prendre, comment on peut s'y prendre. Donc effectivement, souvent on se pose la question, mais voilà, la défense classique, c'est d'avoir un firewall, un pare-feu, alors plus ou moins évolué avec segmentation du réseau, etc. Donc ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, c'est que ça marche bien quand les applications fonctionnent essentiellement derrière ce firewall, donc dans l'intranet, dans votre entreprise, dans l'organisation. Mais à partir du moment où vous avez besoin d'exposer des services, des produits en mode SaaS, cloud, ou d'avoir un site web avec une interface externe, c'est là où la sécurité applicative devient importante, parce que c'est ces applications externes, ces services externes qui deviennent votre périmètre. Donc, il est vraiment crucial de sécuriser ces applications web, mobile ou cloud, qui vont être, elles, exposées à l'extérieur. Il y a aussi, je dirais, encore une fois, l'importance des attaques qui vont exploiter les failles dans les applications. C'est vraiment ça qui est la première cause des attaques. Et si on regarde, par exemple, une attaque phishing, donc avec l'envoi d'un mail, avec un lien malicieux dans le mail, qui va lancer une attaque, donc à ce moment-là, je dirais, à l'intérieur de l'entreprise, en général, cette attaque va tout de suite cibler des vulnérabilités souvent déjà connues, qui vont faire partie, qui sont déjà connues sur des applications type Flash, sur des OS que vous avez déployés. Donc, même si je dirais l'attaque utilise la technique du phishing pour rentrer, la cause ultime de l'attaque, ça va être des failles dans les applications.
Donc, quand on parle de failles de sécurité dans ces applications, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Donc, en général, ce sont des erreurs dans le code qu'on appelle donc failles potentielles de sécurité et dont il existe une classification CWE, Common Weakness Enumeration. Et donc, c'est ce type d'erreurs dans le code, de bugs, qui vont potentiellement être exploitables. Donc, par exemple, vous avez tous entendu du bug infâme Heartbleed, hein, qui a causé beaucoup de soucis quand il a été connu, publié. Ben, cette faille de sécurité était due à deux erreurs classiques dans le code, classifiées CW 125 et 130. Et par exemple, le 125, c'est une lecture, c'est quand on permet d'avoir une lecture en dehors d'un tableau dans le code. Hein, donc, c'est typiquement ce type d'erreurs qui vont exposer, qui vont être potentiellement exploitables. Et quand elles sont exploitées, quand on a, comme le bug Heartbleed, on associe alors un CVE, donc une classification comme quoi cette faille de sécurité a été exploitée. On a vérifié qu'elle était exploitable. Et donc, voilà, c'est, on va dire, les failles de sécurité les plus dangereuses, puisque leurs exploits sont publics. Quand elles ne le sont pas, par contre, quand une faille de sécurité a été exploitée et qu'on ne la connaît pas encore, on appelle ça justement des 0D. Donc, ce qui fait vraiment la dangerosité de ces failles de sécurité, on va dire, connues, c'est que les exploits, on a même les exploits publics sur YouTube ou sur des bases de connaissances publiques qui vous expliquent pas à pas comment exploiter ce type de faille. Hein, donc, les hackers, c'est la première technique qu'ils vont utiliser, d'essayer ce type d'exploit, d'automatiser ces attaques en essayant de trouver ces CVE, ces failles connues sur des logiciels. Alors, souvent, voilà, vos fournisseurs d'applications, d'OS, vous fournissent des alertes hein, quand ils découvrent une faille de sécurité dans leurs produits. Ils vous alertent et vous encouragent à corriger, à patcher voilà, votre OS Windows, vos applications CRM. Donc ça, c'est bien, effectivement. Il y a vraiment aujourd'hui on va dire, c'est connu qu'il faut patcher, corriger ces failles. Malheureusement, souvent, on utilise des logiciels open source, enfin, heureusement hein, qu'il y a ces communautés open source qui vous permettent d'utiliser des logiciels gratuits et aussi pour vous permettre de développer plus vite, vous pouvez insérer des composants open source dans vos produits logiciels. Hein, les développeurs utilisent ces briques open source pour aller plus vite dans le développement. Et malheureusement, ces composants open source peuvent aussi avoir des failles de sécurité. Et là, personne ne va vous alerter. Hein, comme ces composants open source sont maintenus par la communauté. Alors, c'est bien souvent de reprocher la communauté open source, mais vous n'avez pas patché, mais vous ne nous avez pas alerté, hein, comme a fait Equifax quand ils ont eu le breach, hein, qui était dû donc à un CVE, une faille connue, publiée dans un open source Apache en mars et exploitée après coup. Parce qu'effectivement, ce composant open source n'avait pas été corrigé, patché correctement. Donc après, il y a des outils, il y a des solutions qui vous permettent de faire l'inventaire de ces composants open source et d'identifier les composants vulnérables qui peuvent être des vecteurs d'attaque pour vos produits ou pour votre infrastructure. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être équipé avec ce type d'outils et surtout que ces outils soient capables de vous fournir des bonnes informations de remediation, de sévérité. Voilà, donc là, on a l'exemple maintenant du CVE Apache Tomcat et pour lequel, effectivement, on a un exploit disponible depuis voilà, le 20 février 2020. Voilà, donc ce type d'outils vous permettent de vous donner un maximum d'informations pour sécuriser aussi les composants open source logiciels. Donc, on en revient à la sécurité applicative. Qu'est-ce qui est important? C'est que ce n'est pas seulement des fonctions de sécurité, hein, des fonctionnalités de sécurité dans l'application.
Voilà, la crypto n'est pas une poudre de perlimpinpin. Ça ne va pas résoudre magiquement tous vos problèmes, hein. Donc, c'est important, mais voilà, il faut déjà bien l'utiliser. Et puis, voilà, c'est pas que ça qui va sécuriser l'application. Il n'y a pas de mécanisme silver bullet qui va résoudre tous les problèmes de sécurité pour votre application. Il faut savoir aussi qu'on a vu que des erreurs, des bugs pouvaient être des failles potentielles de sécurité. En général, ça représente 50% des problèmes. L'autre 50% vont être des problèmes plus de défauts de conception de l'application logicielle. Hein, on a appliqué les mauvais concepts pour le stockage des données privées. On a mal implémenté la communication des données. Il faut toujours il faut autoriser voilà, après avoir authentifié, par exemple. Hein. Donc voilà, donc il y a ces défauts de conception qui peuvent amener aussi à des problèmes. Et donc la sécurité doit vraiment faire partie du système, doit être vraiment une propriété de l'application, comme la qualité doit l'être également. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de sécuriser vraiment le développement logiciel. Quand on va développer ces applications, l'idée, c'est d'amener la sécurité et de l'intégrer dans le développement logiciel. Et plus important, donc on va voir qu'il y aura des techniques pour trouver les problèmes, mais vraiment, ce qui est important, c'est de les fixer. C'est encore mieux. Et si on peut les prévenir, hein, donc si on peut les éviter, de les amener, ces bugs ou ces défauts de conception, c'est évidemment encore mieux. Donc ça, voilà, ça c'est des vérités, je dirais, au niveau de la sécurité applicative. Mais voilà, comment on peut démarrer comment on peut démarrer aujourd'hui? Alors, jusqu'à aujourd'hui, on faisait beaucoup et c'est toujours important, hein, on fait du pen test, des audits de sécurité, mais souvent en fin de cycle de développement, c'est-à-dire avant de déployer les applications, voilà, on va rendre obligatoire le fait de faire un pen test sur un produit prêt à déployer, de faire un audit produit sécurité en fin de cycle. Et ça c'est important à faire, mais ça a beaucoup d'inconvénients parce qu'effectivement, les développeurs vont recevoir un long rapport de problèmes à fixer et souvent pour des défauts, des problèmes qu'ils ont introduits 6 mois, 1 an avant. Voilà, si le défaut concerne une vulnérabilité critique dans un composant open source et qu'il faille upgrader de version de ce composant open source, ça peut avoir des répercussions très grandes sur l'architecture logicielle ou sur les fixes à faire. Voilà, donc l'idée, ça va être d'amener, de sécuriser le développement beaucoup plus en amont qu'en fin de cycle. Bien sûr, il est important toujours de faire un threat model, hein, d'étudier la surface d'attaque des applications, surtout les applications externes, implémenter ces fonctions de sécurité, crypto-authentification, et faire une analyse de risque de l'architecture logicielle. Hein. Donc, tous ces points restent importants à faire, souvent en début de projet, voilà, ou s'il y a des menaces nouvelles ou des gros changements d'architecture, de faire régulièrement ces revues de design. Et puis après, voilà, il va falloir également automatiser le test de sécurité. Hein. Et donc, c'est ce qu'on va voir plus en détail. Comment vérifier le logiciel, vérifier le code pour s'assurer qu'effectivement, il n'y ait pas de faille de sécurité. Donc, une application typique peut être composée, donc déjà, voilà, la question à se poser, c'est est-ce que vous embarquez de l'open source, hein, donc certaines fonctions critiques, par exemple, le logiciel qui contrôle le moteur, les freins dans la voiture en général, on espère, il n'y a pas de composants open source dans ce logiciel, mais par contre, voilà, des applications enterprise, applications web, très souvent donc, vont avoir des briques open source qu'il va falloir vérifier, faire l'inventaire et tester. Et puis après, il y a le code, effectivement, le code propriétaire que vous développez. Hein, donc, c'est là où se trouvent les failles potentielles de sécurité. Donc, voilà, quelle technologie vous utilisez,
Est-ce que c'est de l'application mobile, du Java, de l'embarqué CC++? Voilà, donc il faut un petit peu observer votre patrimoine logiciel sur le type de technologie et de framework que vous utilisez. Et puis voilà, après, est-ce que l'application a une interface web exposée? Est-ce qu'elle utilise des API spécifiques ou un protocole de communication très particulier, comme une interface voilà, télécom 4G, 5G ou Wi-Fi, ou une interface CAN pour l'interface voiture, par exemple, de diagnostic, ou un protocole industriel? Voilà, l'application peut être exposée par ces interfaces. Donc, il faut un petit peu en fonction de ce type de surface d'attaque, de technologie que vous utilisez, est-ce que vous utilisez de l'open source, il va y avoir différents types de techniques et d'outils qui vont s'appliquer. Donc, pour l'open source, on parle d'outils de software composition analysis. Ces outils vont permettre de faire l'inventaire dans l'application, dans vos applications, vos produits, quels composants open source sont embarqués dans l'application. Et après, pour chaque composant, quelle version, et si on connaît déjà des failles de sécurité, des CVE associées à ces composants. Donc, ce type de techniques et d'outils sont vraiment très importantes, parce qu'on a vu que les CVE restaient un vecteur très risqué d'attaque. Après, on parle d'outils d'analyse de code statique qui, eux, vont analyser le code que vous développez, que vous écrivez ou que vous faites sous-traiter. Si vous avez des sous-traitants externes qui vont développer vos applications. Et donc, ces outils vont analyser le code source, donc un code de technologie Java ou mobile, et vont permettre de trouver ces fameux CVE, ces failles de sécurité potentielles. Donc voilà, une lecture de tableau hors d'un tableau, l'outil va trouver ce type d'erreur dans le code ou une injection SQL et va vous remonter, attention, ce type d'erreur est très risqué et peut potentiellement être exploité. Ça n'a pas été vérifié, sinon c'est un CVE. Voilà, donc après on a les outils classiques dynamiques, de tests dynamiques de sécurité, type DAST. Donc voilà, ceux-là vont être capables de tester des interfaces web, des URL pour détecter des failles potentielles de sécurité, donc beaucoup utilisés dans le cas de pentest et d'audit de sites d'applications web. Plus récemment, on a maintenant des scanners d'API qui vont être capables de comprendre la spécification de vos API et de générer des tests spécifiques de sécurité pour tester vos API, votre implémentation d'API et s'assurer qu'elle n'est pas potentiellement attaquable. Et puis, une nouvelle génération également d'outils dynamiques, les outils IaaS qui vont permettre, à contrario des outils DaaS qui travaillent vraiment en boîte noire, donc c'est plus difficile de voir où se trouvent les failles de sécurité. Un outil IaaS va permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité dans le code et donc de pointer exactement où se trouve la faille de sécurité dans votre code. Et puis voilà, après une technique très utilisée par les hackers, qui est la technique du fuzzing, qui consiste à envoyer des mauvaises données sur un protocole de communication donnée. Donc, des outils de fuzzing vont permettre de tester la qualité et la sécurité de protocoles de communication et de l'application qui est derrière. Donc, voilà un petit peu plein de différentes techniques. La question maintenant, c'est voilà, comment on va pouvoir déployer ce type de solution, lesquelles sont les plus importantes. Est-ce qu'il faut tout déployer? Non, en général, voilà, il vaut mieux commencer, on dit qu'il vaut mieux recommander d'avoir deux types d'outils, de techniques, sachant que l'outil SCA pour l'open source est vraiment, on va dire, indispensable si vous utilisez des composants open source. Et puis, il va falloir les insérer, plutôt que les utiliser en mode audit, il va falloir les insérer dans le flow de développement. Donc comment on s'y prend? Donc, si on regarde un pipeline de développement logiciel standard, où on va développer le code, le construire avec des outils type Jenkins pour automatiser la construction du code. Et puis après, on va avoir des outils de test qui vont nous permettre de tester les applications avant de les déployer.
On va avoir des systèmes de gestionnaire de défauts type Jira, et puis des dépôts de code type Git ou des dépôts d'artefacts binaires type Artifactory. Donc voilà, on a ces composants typiques dans un développement logiciel, et l'idée donc va être de venir d'insérer des outils de test de sécurité dans ce flow. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de venir d'abord, avant, je dirais, d'automatiser un certain nombre d'outils de test. Il ne faut pas oublier qu'il faut passer par ce qu'on va appeler les out-of-band activités, c'est-à-dire des activités de sécurité qui vont toujours être manuelles. Hein. Donc réaliser un threat model, c'est une activité manuelle qu'il faut faire en début de projet, une revue d'architecture, et puis un pen test à la fin va être aussi une activité manuelle qu'il va falloir faire. Donc il faut continuer à faire ces activités, hein, et éventuellement donc revenir vers les développeurs pour si on trouve un problème lors d'un pen test, il va falloir l'envoyer aux équipes de développement. Mais quand on regarde aujourd'hui l'automatisation d'outils de test de sécurité, ça s'insère essentiellement donc, lors de la construction du software et donc automatisé avec Jenkins, donc des outils d'analyse de code statique ou d'identification de composants open source, les outils SCA, vont pouvoir être automatisés, réaliser des scans automatiques, journaliers ou plusieurs fois par jour, et donc de générer un certain nombre de défauts, remonter ces défauts dans le système de management de bugs des développeurs. On peut aussi arrêter la construction du logiciel, break the build, comme on dit. Voilà, si on trouve des failles critiques dans le code, on peut venir carrément arrêter la construction. Et il en va de même donc pour les applications de test dynamique. Hein, on va les insérer pendant la phase de test. On va venir complémenter le test fonctionnel de qualité avec des tests de sécurité. Et de la même manière, on peut arrêter un déploiement d'une application si on trouve des failles trop critiques. Alors, le souci, donc c'est bien, il faut automatiser, il faut insérer ces outils pendant le développement pour qu'on puisse trouver ces erreurs au plus tôt pour les développeurs. Le souci qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette automatisation, elle n'est pas suffisante. Hein. Les outils aujourd'hui sont assez modernes pour s'insérer facilement dans ces flows-là, mais deviennent malheureusement souvent la cause de friction entre les équipes de développement et les équipes de sécurité. Donc, par exemple, quand on arrête le build à cause d'une erreur remontée, ça perturbe. Si on stoppe le déploiement pendant 2-3 semaines en attendant que les erreurs soient fixées, voilà, avec la vitesse de développement aujourd'hui, ça peut poser des problèmes. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on va aussi avoir beaucoup d'événements qui vont être générés par ces outils. Donc, plus on fait de scans réguliers, plus on va remonter de problèmes aux développeurs, et donc on peut se retrouver avec vraiment une multitude d'erreurs à devoir corriger, et du coup les développeurs au bout d'un moment vont dire stop, voilà, on continue et on arrête de regarder les tickets remontés par les outils de sécurité. Hein, ça peut être aussi dû à souvent des scans trop fréquents, une mauvaise pertinence des résultats. Hein. Certains outils vont fournir beaucoup trop de faux positifs. Hein, donc des problèmes qui n'en sont pas, ou du bruit, c'est-à-dire des problèmes. Oui, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème critique. Ça ne va pas causer l'application de crasher, ou ça ne va pas être vraiment une faille de sécurité exploitable. Et puis, voilà, une mauvaise priorisation de ces défauts peuvent aussi venir perturber un petit peu ce développement. Donc, comment on fait? Voilà, comment on fait? C'est important d'automatiser, mais il faut le faire vraiment de la bonne manière, et c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir maintenant, parce qu'effectivement, ça peut être beaucoup de données, beaucoup de remontées de ces outils, et il faut vraiment que les équipes de développement adoptent ces nouvelles méthodes de sécurisation des applications. Donc, il faut commencer vraiment par une vue holistique. Voilà, il n'y a pas de technologie, comme on avait dit, silver bullet, ou d'une solution qui va résoudre tout. Il faut vraiment adopter une approche à plusieurs niveaux, avec un mélange de stratégie et de programmes de sécurité, et avec des tests internes et externes. Donc, il faut essayer vraiment de mettre en place ces processus,
ces programmes pour vraiment amener la sécurité applicative dans votre organisation. Alors, il y a des outils, il y a des frameworks qui peuvent vous aider. BSIM, pour Built-in Security and Maturity Model, est un de ces frameworks qui va permettre de suivre l'évolution des initiatives de sécurité applicative dans certaines organisations. Donc, on va venir observer voilà, que fait l'entreprise A au niveau de leur initiative sécurité applicative. Et on va recenser plus d'une centaine d'activités de sécurité applicative que ces organisations mettent en œuvre. Donc, l'avantage de ce type de framework, c'est que ça se base vraiment sur l'observation des pratiques communes qui sont mises en place pour justement implémenter et améliorer la sécurité des applications dans ces organisations. Donc, on observe en général, voilà, elle se classe ces observations en 4 catégories. On a l'aspect gouvernance, voilà, il faut mettre en place des politiques de sécurité, il faut définir des métriques, il faut former les développeurs. Il y a l'aspect intelligence, voilà, donc on a parlé de réalisation de threat model, d'études de surface d'attaque, être sûr d'avoir les bonnes fonctions crypto pour vos types d'applications. Et puis, il faut mettre en place, il faut sécuriser le développement logiciel, comme on a vu précédemment. Et puis, voilà, il faut pouvoir déployer correctement avec des pen tests et puis manager les vulnérabilités qui sont remontées pendant le déploiement. Voilà ce type de choses la manière dont se classent ces activités. BSIM existe depuis 11 ans et ce qui est intéressant, donc on a sorti la semaine dernière la 11e itération de BSIM et on observe les dernières tendances justement. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a 3-4 ans, on a commencé à observer certaines activités au niveau justement du cloud ou des containers parce que les applications se déploient de plus en plus de cette manière. Et aujourd'hui, on voit que voilà, plus d'une trentaine d'organisations vont réaliser cette activité de sécurité au niveau du cloud par rapport au déploiement de leurs applications. Donc, c'est vraiment en observant les dernières tendances qu'on va venir augmenter, améliorer ce framework. Donc, je vous encourage à aller voir, puisqu'il est ouvert, ce framework. Voilà, donc encore une fois, il est vraiment important, au-dessus de l'automatisation des tests de sécurité, de venir définir quelle politique de sécurité vous voulez appliquer. Voilà, quelles sont les failles qui sont importantes pour moi à attraper parce que je dois suivre telle réglementation, tel standard. Et donc, en fonction de vos contraintes réglementaires, vous devez définir, votre équipe sécurité doit définir ces politiques. Et puis surtout, définir les métriques qui vont permettre de mesurer l'adhérence à ces politiques. C'est bien de définir une politique, c'est mieux si vous pouvez voir justement comment vos équipes de développement adhèrent à ces politiques, fixent les problèmes qui sont remontés, et puis surtout, ça va vous permettre de mesurer le succès. Si vous investissez du temps, des ressources, du budget pour mettre en place cette sécurité applicative, c'est vraiment important de pouvoir le mesurer, d'échanger entre les équipes de développement, les équipes DevOps et les équipes sécurité pour montrer justement l'adoption ou les problèmes, éventuellement, les problèmes de friction qu'il peut y avoir et essayer d'améliorer. Si vous achetez du logiciel aussi open source, à l'extérieur, c'est important de vérifier que le cahier des charges sécurité a bien été respecté par vos fournisseurs, par vos sous-traitants. Voilà, donc c'est important vraiment de définir ces activités, de les mettre en place dans votre organisation. Ça passe par un changement aussi de la culture sécurité. C'est bien d'avoir une équipe sécurité. C'est mieux si vous avez vraiment une équipe dédiée à la sécurité applicative. Et c'est encore mieux si vous avez vraiment des représentants de la sécurité applicative dans les équipes d'engineering, dans les équipes de développement. On a vu, BSIM voit que les organisations qui réussissent le mieux au déploiement de la sécurité applicative sont celles qui ont mis en place des programmes de développement de champions dans les équipes, de champions de sécurité dans les équipes de développement. Donc, vraiment important d'avoir cette initiative de former, de sensibiliser les équipes de développement et le management à la sécurité applicative. C'est ce qui permettra vraiment de déployer beaucoup plus
beaucoup plus ces aspects-là. Et puis, évidemment, voilà, intégrer les outils, automatiser, parce que c'est important de pouvoir s'insérer dans des développements de plus en plus rapides et de plus en plus agiles. Donc, ça veut dire quoi? Si on reprend un peu notre diagramme de tout à l'heure, où on avait vu que oui, c'est bien d'automatiser, d'insérer ces tests de sécurité dans le flow, mais ça peut générer de la friction si on n'a pas justement les bons process en place, si on n'a pas donc sensibilisé les équipes, parce qu'encore une fois, il ne faut pas se reposer seulement sur des experts sécurité, il faut pouvoir diffuser cette information, il faut pouvoir former des développeurs à comprendre, voilà, quand l'outil va lui remonter un dépassement de tableau, une injection SQL, il va voir qu'effectivement, il va comprendre que c'est une faille de sécurité critique et surtout, on va pouvoir lui apprendre comment y remédier au mieux. Voilà, donc c'est important de former et pas seulement se reposer sur des experts sécurité. C'était aussi une des dernières tendances remontées par le 11e rapport BSIMM, que de plus en plus, effectivement, ces initiatives de sécurité applicative démarraient des équipes d'engineering et DevOps et pas seulement des équipes de sécurité. Donc, c'est important vraiment d'impliquer et de former ces stakeholders. On a parlé des out-of-band activités tout à l'heure, donc des activités manuelles. Et donc, définir les politiques, définir les métriques, les façons de mesurer, vont être des activités manuelles qu'il va falloir mettre en place, donc souvent par les équipes de sécurité, mais aussi réaliser l'inventaire de votre patrimoine logiciel. C'est vraiment important de savoir voilà, quel type d'application vous avez et de faire un inventaire, définir le risque en fonction du type d'application. Est-ce que c'est une application externe? Est-ce qu'une application qui va stocker des données très sensibles ou alors est-ce que c'est juste une application interne pour permettre de faire du développement interne qui n'est pas du tout exposé? Donc, en fonction de ce risque-là, vous pouvez définir des activités différentes de sécurité. Alors, vous n'allez pas appliquer peut-être le même tamis, le même filtre d'erreurs de sécurité, de failles de sécurité pour une application très sensible externe et une application interne qui n'est pas du tout exposée. Voilà, donc c'est vraiment important de définir en amont ces politiques, comment vous allez mesurer et de faire cet inventaire des applications, ce qui va vous permettre après vraiment de prioriser et de filtrer toutes les sorties de ces outils de test de sécurité. Plutôt que de tout envoyer tout d'un coup aux développeurs pour leur dire voilà, il faut tout fixer avant la prochaine version, vous allez, grâce à ces processus mis en place, pouvoir vraiment être beaucoup plus pertinent sur les erreurs à remonter, sur les défauts qu'il va falloir corriger au plus tôt. Et ça peut être, par exemple, vous pouvez avoir un outil qui va être configuré pour attraper juste certaines erreurs au début de développement, parce que vous avez vu que c'était les erreurs les plus importantes, les plus communes qu'on trouve dans les applications. Donc, vous allez vous focaliser sur ces erreurs-là au début du développement. Et puis, plus l'application va devenir mature, près du déploiement, on va peut-être donner plus d'agressivité aux outils de tests de sécurité pour être plus exhaustif. Mais du coup, on va générer peut-être plus de bruit, en tout cas plus d'erreurs vers les développeurs. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir mettre en place cette priorisation, ce filtre, et puis éventuellement de corréler les erreurs entre différents outils pour se dire, voilà, on a trouvé ce type d'erreur dans l'application et on l'a trouvé aussi en pentest. Voilà, il faut absolument la corriger tout de suite. Et enfin, les métriques qu'on a définies vont permettre pas nécessairement de casser le build ou d'arrêter le déploiement, mais de mesurer l'adhérence, voilà, de faire des sortes de checkpoints, de dire aux développeurs, les informer, attention, là dans cette version, on a trouvé vraiment 10 failles potentiellement critiques. Voilà, on ne va pas casser le build, mais voilà, il faut les corriger. On va les insérer dans un Jira et dire, voilà, il faut les fixer à la prochaine version. Et si l'outil d'orchestration des activités de sécurité est assez intelligent, il va pouvoir dire, attention, cette erreur-là, je l'avais trouvée à la version 1, elle est encore dans la version 3. Non, là, c'est plus possible. Là, on va casser le build éventuellement. Donc voilà, on va pouvoir rajouter de la flexibilité dans la gouvernance, plus d'intelligence
pour permettre aux équipes d'adopter mieux la sécurité applicative et surtout de fixer, voire de prévenir ces erreurs. Voilà, donc ça, c'était effectivement l'idée. Après ça, il faut aussi pouvoir déployer des outils pertinents. Et souvent, on va parler de deuxième génération d'outils pour qu'ils puissent s'insérer naturellement dans le DevOps. Donc, ça veut dire que voilà, ils puissent s'intégrer avec du Jira, du Jenkins. Mais aussi, par exemple, pour un outil d'analyse de code statique, c'est encore mieux s'il est capable de faire une analyse incrémentale sur le code qui a changé ou sur le fichier que le développeur est en train d'écrire. Si cette analyse reste très pertinente et très rapide, ça va permettre d'insérer ce type d'outil dans l'IDE, dans l'environnement de développement du développeur, avant même d'avoir construit, commité son code et donc de pouvoir la fixer au moment pratiquement où le développeur l'écrit. Donc ça, c'est important. Pareil pour un outil d'open source, c'est bien d'identifier les composants open source et leurs vulnérabilités. C'est mieux si on peut aider le développeur à comment y remédier, quelle est la version d'après qui ne contient pas cette faille critique, plutôt que lui dire d'upgrader vers la dernière version de ce composant open source. C'est bien aussi d'avoir des outils, par exemple, dynamiques qui vont tester vos API, vos API en sécurité, pour s'assurer que vos API sont robustes. Voilà, donc c'est aussi important de bien choisir les outils, d'avoir vraiment les outils qui vont permettre d'implémenter justement ces process de manière à limiter l'impact sur les équipes de développement et vraiment les aider à les adopter. Et puis, je dirais un petit peu ce qu'on voit arriver. On travaille déjà, Synopsys travaille déjà avec certains de nos clients pour rendre maintenant les tests de sécurité, les orchestrer d'une manière intelligente. C'est-à-dire d'adapter les tests en fonction du risque ou en fonction de ce qu'on observe par rapport aux métriques qui sont sorties, etc. Donc, un exemple c'est on va détecter, par exemple, sur un commit, sur une nouvelle version de construction du code, attention, il y a beaucoup de code qui a changé. Donc, ça veut vouloir dire qu'il y a un composant open source qui a été ajouté. Donc, on va déclencher une analyse open source sur cette nouvelle version. Parce que l'analyse open source, l'idée, ce n'est pas, par exemple, de la lancer tous les jours, mais de choisir la bonne fréquence, justement, en fonction du risque. Voilà, est-ce qu'on a vu au départ que cette application contenait de l'open source? Donc, on allait effectivement faire tourner l'outil dans ce cas-là. Et puis, si l'application est externe, on va peut-être augmenter la fréquence de scan ou augmenter l'agressivité. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'adapter l'orchestration de ces tests de sécurité, adapter les filtres, les corrélations que l'on fait en fonction du risque et en fonction des sorties. Un autre exemple, par exemple, ça peut être aussi déclencher des activités out of band. C'est en fonction des métriques, des erreurs trouvées, par exemple, l'outil d'orchestration va trouver, voilà, on trouve toujours ce type de faille, on trouve toujours, dans toutes les applications, on trouve trop d'injections SQL, et donc on peut déclencher peut-être des formations spécifiques aux développeurs autour de l'injection SQL. Voilà des exemples un petit peu. Donc là, on est plutôt vraiment dans la dernière étape. Donc, c'est des clients, on va dire en général, très avancés qui mettent en place cette orchestration adaptée en fonction du risque. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, s'il y a quelque chose à retenir un peu de cette session, c'est qu'effectivement, on a parlé beaucoup d'activités, voilà, formation, process, mettre en place les politiques, mettre en place ces programmes, mettre un outil d'analyse de code statique, un outil dynamique de test. Voilà, ça fait beaucoup d'activités. Un BSIM en a plus d'une centaine. L'idée, c'est quand même de démarrer petit et d'itérer et d'améliorer en fonction. Et puis, le deuxième point important, voilà, c'est d'être sûr vraiment de prioriser en fonction des risques que l'on observe. Et puis, je suis revenu plusieurs fois dessus. Le troisième point important, c'est vraiment de construire cette culture de sécurité applicative en sensibilisant, en formant, en mettant un programme de champion de sécurité. Et puis, j'en ai parlé, il faut choisir les bonnes techniques d'outils en fonction des technologies, en fonction du risque, mais aussi choisir, si possible, des outils qui vont permettre de réaliser
ces process, hein, donc des outils de seconde génération avec du scan incrémental, avec une base de connaissances la plus complète possible pour les composants open source. Voilà, ce type sont importants pour choisir les bonnes technologies, pour être sûr que justement les résultats soient pertinents et vraiment importants pour les développeurs. Et enfin, voilà, donc ce qu'on voit, c'est que le DevOps, quand même, le fait de passer à une culture DevOps et agile, ça permet quand même quelque part d'insérer plus facilement cette sécurité applicative. C'est une opportunité, mais voilà, il faut la faire correctement. Ça ne consiste pas juste à intégrer un outil avec Jenkins et envoyer les rapports dans Jira. Voilà, il faut mettre en place ces politiques, il faut pouvoir mesurer ces métriques et le succès du déploiement. Et puis évidemment, voilà, Synopsys, j'ai essayé de ne pas trop parler justement de nos solutions, hein, mais voilà, on a une plateforme avec un certain nombre d'outils, analyse de code statique, open source analyse, outils de test dynamique, API, security testing, et puis aussi voilà, des formations pour les développeurs et du conseil pour vous accompagner dans ces programmes, dans la mise en place de ces processus. Hein. Synopsys a été à l'origine du framework BSIM, justement, pour accompagner nos clients à mettre en œuvre ces pratiques. Merci pour votre attention. Donc, je suis ouvert à des questions s'il y en a. Ah, je pense que vous ne pouvez pas parler. Alors, il faut peut-être… voilà, si vous vous unmutez maintenant, vous pouvez poser une question. Non, pas de questions. Peut-être qu'il y a eu des questions pendant la session. Il n'y a pas eu de questions dans le chat. OK. Bon, on va pouvoir conclure maintenant. S'il n'y a pas de… Je vous remercie de votre participation. Et puis, voilà, donc en tout cas, on ne sera pas présent en physique aux assises, mais en tout cas, voilà, si vous voulez plus de détails, vous pouvez prendre des rendez-vous virtuels avec moi-même ou nos équipes techniques, voilà, pour discuter d'un sujet en particulier. Merci en tout cas de votre participation. Au revoir.